Est-ce que tu peux nous expliquer dès maintenant comment ça se passe dans notre cerveau pour apprendre? Oui, alors, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que je vais essayer d'en expliquer le mécanisme de l'apprentissage. Je vous laisserai le soin à chacun de rattacher ce mécanisme aux valeurs que vous avez envie de défendre. On ne peut pas parler d'apprentissage sans les rattacher à des valeurs, même si moi, dans les mécanismes que je vais essayer de décrire, je ne parlerai pas de ces valeurs. Alors, quand on parle d'apprentissage, souvent, on parle de pédagogie, on parle de psychologie, on parle rarement de neurosciences, c'est-à-dire de l'étude de ce qui se passe dans la tête. Et moi, c'est cette question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous vous êtes demandé ce qui se passait dans votre tête lorsque vous apprenez? Question complexe, hein? Vous comprenez que je vais vous parler de vous. Je vais bien sûr parler de vous en tant qu'éducateur, mais je vais vous parler de vous aussi en tant qu'individu. Et je vous demande d'écouter mon discours avec ces deux approches. Alors, bon, vous savez que dans le cerveau, nous avons des cellules nerveuses qui s'appellent des neurones et qui communiquent entre elles, cette communication se faisant à la fois par voie électrique et par voie chimique. Alors, pour que vous compreniez, que vous fassiez une première représentation un peu de ce qui se passe là dans la tête, une petite image. Voilà. Alors, sur l'image qui est projetée, vous avez d'un côté de l'image, c'est des représentations, hein, ce ne sont pas des photos. Vous avez d'un côté de l'image des neurones, et vous voyez que ces neurones sont reliés entre eux par des petits fils, comme ça je passerai sur le vocabulaire technique. Et vous avez ensuite grossi de l'autre côté le moment où deux neurones vont entrer en contact. Et vous vous rendez compte qu'il y a une petite fente entre les deux, il n'y a pas de contact direct. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un influx électrique qui arrive dans la tête du neurone, là, ce qui est en bleu d'un côté, qui va déclencher dans la petite fente le passage de molécules chimiques qui s'appellent des neurotransmetteurs. Ces molécules chimiques vont venir se fixer de l'autre côté et des réactions chimiques de l'autre côté vont générer un circuit électrique qui va repartir sur la tête du neurone et ainsi de suite. Alors la question qu'on peut se poser face à ça, c'est finalement, mais puisque c'est de la connexion de nature électrique, pourquoi avoir l'évolution a-t-elle généré ce genre de choses avec une rupture et un passage par des molécules? Et vous verrez qu'en réalité, c'est dans la synapse, alors ce qui est en bleu là, c'est une synapse, c'est dans la synapse que se passe l'apprentissage. C'est à ce niveau-là, parce que lorsque cette synapse fonctionne, plus elle se développe, et plus elle se développe, plus elle va à un moment se stabiliser, et c'est elle qui génère donc ce qu'on peut appeler l'apprentissage. Quelques petits chiffres maintenant. Lorsque nous naissons, nous avons 100 milliards de neurones dans la tête. Ça fait de quoi faire, hein, quand même. Et chaque neurone peut développer jusqu'à entre 1000 et 10 000 connexions avec les autres neurones. Au total, ça fait 1 million de milliards de synapses qui peuvent se créer dans la tête. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand on est, il y a à peine 10% des connexions qui sont en place. Et ces connexions vont se générer dans l'enfance, au rythme dès la naissance, de 400 000 synapses par seconde. D'une certaine manière, on peut dire que l'enfant, c'est une véritable pompe aspirante de tout l'environnement dans lequel il vit. Et il va générer donc tout ce en quoi il est confronté, ce avec quoi il est confronté, sous forme de connexion synaptique. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, mais tout ça, est-ce que c'est génétiquement programmé ou pas? En réalité, la réponse à cette question est relativement récente. Elle s'est faite au moment de la cartographie du génome humain. Vous savez que le génome humain a été cartographié complètement il y a relativement peu de temps. Et les chercheurs qui ont fait ce travail-là ont été extrêmement surpris de s'apercevoir que nous n'avions que 22 000 gènes. Ils s'attendaient à en trouver beaucoup plus. Ce qui signifie qu'effectivement,
avec 22 000 gènes, il est mathématiquement impossible de générer génétiquement 1 million de milliards de synapses. Il y a des choses qui sont génétiquement programmées et d'autres pas. Ce qui est génétiquement programmé, bien sûr, c'est qu'on a 2 pieds, 2 bras, 2 yeux, une tête, etc. C'est aussi cette apparence physique génétiquement programmée qui fait qu'un père peut ressembler, non, pardon, un fils peut ressembler à son père, excusez-moi, ou qu'une fille peut ressembler à sa mère, parce que ça fait partie du programme génétique. Ce qui est génétiquement programmé aussi, c'est la petite image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont le cerveau, l'architecture interne du cerveau fonctionne, dont les neurones se mettent en place, et les différentes aires qui existent à l'intérieur du cerveau. Tout ça, c'est génétiquement programmé. Par contre, tout ce qui est de la relation au monde et aux autres, ça n'est pas génétiquement programmé. Ça, ce développement-là se fait sous le regard de l'environnement. Finalement, donc, les fonctions sociales ne sont pas génétiquement programmées. C'est la manière dont on va utiliser l'architecture du cerveau qui va faire qu'on va apprendre ou qu'on n'apprendra pas. Alors, qu'est-ce qu'apprendre? Apprendre, c'est permettre à son cerveau de développer des connexions neuronales et de les organiser en réseau. Alors, les organiser en réseau, ça veut dire quoi? Petite image là. Alors là, c'est schématiquement représenté l'apprentissage d'un mot. Alors, vous voyez le cerveau en haut. Quand on apprend un mot, il y a différentes zones du cerveau qui vont se mettre en œuvre. D'abord, la zone auditive, parce que le mot on l'entend, la zone visuelle, on le voit écrit, la zone du cortex associatif, parce qu'on comprend ce que veut dire le mot. Tous ces différents neurones-là vont se mettre en réseau. C'est le premier niveau que vous voyez en dessous, en blanc et noir. Et puis, au fur et à mesure que ce réseau va fonctionner, les synapses, que vous voyez représentées là autour des petits ronds, les synapses vont se stabiliser petit à petit, au fur et à mesure qu'elles fonctionnent. Et donc, vous voyez, deuxième niveau, ça a commencé, l'apprentissage a commencé. Vous avez quelques synapses qui sont stabilisées et qui sont représentées en rouge. Et puis, quand l'apprentissage est terminé, vous avez le troisième réseau en dessous. Donc, ce réseau est stabilisé, ce qui est en rouge. Les synapses qui sont en noir, là, qui restent sur le côté, vraisemblablement disparaîtront. Ces synapses, donc, se stabilisent en permettant effectivement le réseau de devenir définitif. Alors, encore faut-il qu'elle perdure, là. Autre petite image, alors rassurez-vous, je vais pas, l'ensemble de mon discours ne va pas être là-dessus, c'est simplement pour que vous compreniez après quand je ferai le lien avec les questions qui nous concernent directement en tant que pédagogue. Là, vous avez représenté plusieurs synapses. Alors, on va partir de la gauche vers la droite. La première, là, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas active. Si on va un petit peu plus loin, vous avez une synapse qui devient active, vous voyez qu'elle commence à grossir. Puis si on va un tout petit peu plus loin, parce que la synapse fonctionne, elle se développe, elle se dédouble même. Et puis si on va le coup d'après, elle s'est encore plus dédoublée. Plus la synapse fonctionne, plus elle va se développer. Et c'est comme ça que ces connexions vont se stabiliser. Et les autres, celles qui sont comme la première, là, qui ne servent pas, petit à petit, vont disparaître. Alors quand je dis qu'elles vont disparaître, c'est parce que dans le foisonnement anarchique que j'ai dit tout à l'heure, 400 000 synapses par seconde, dans ce foisonnement anarchique, tout au cours de l'enfance, 60% des synapses qui se sont constituées vont disparaître. Et il ne restera que 40% des synapses qui sont effectivement stabilisées parce qu'elles ont été utilisées. D'une certaine manière, on peut dire du cerveau ce qu'on dit de la liberté de la presse, le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Alors, bon, j'ai donné quelques éclairages là, théoriques. Je vais venir maintenant à la relation entre la théorie et la pratique. Vous savez que ça, c'est la force du mouvement des Francas. Ce qui fait notre force, c'est d'avoir à la fois un pied dans la théorie
et un pied dans la pratique. Alors pour que vous compreniez ça, je vous raconte l'histoire du petit Lucas. Lucas a 2 ans. Sa mère est en train de travailler, elle a allumé une petite lampe de chevet qu'elle a posée sur un tabouret à côté d'elle. Lucas est attiré par la lumière, il s'approche, il va pour toucher la lampe, il se brûle. Il retire la main, il se met à pleurer. La mère le prend dans ses bras, elle va d'abord passer la main de Lucas sous l'eau froide, elle se rassied, elle le prend sur ses genoux, elle le console, elle lui dit, tu vois Lucas, il faut faire attention, la lampe ça brûle, si tu touches la lampe tu vas te faire du mal. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Lucas pendant la petite histoire que je viens de vous raconter? Mais Lucas a mobilisé divers neurones de diverses zones de son cerveau. D'abord, du toucher, il a touché. La zone motrice, il a retiré la main très vite. Les zones de la douleur, il s'est brûlé. Les zones affectives, sa mère l'a pris dans ses bras. Les zones morales, sa mère lui a dit « Attention Lucas, tu vois, il ne faut pas que tu viennes toucher, etc. » Il a mobilisé tout ça et il a construit un réseau comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis Lucas, au cours de son existence, peut-être qu'il va se brûler d'autres fois. Peut-être que d'autres fois, sa mère va lui dire « Oula, Lucas, attention, tu te rappelles, tu risques de te brûler. » Ou c'est lui qui dira « Hein, maman, je ne touche pas là, hein, je sais que je vais me brûler. » En faisant tout ça, il fait fonctionner son réseau, il le stabilise, comme vous l'avez vu sur le petit schéma. Et finalement, au bout du compte, Lucas se sera créé une représentation. Ce qu'on peut appeler une représentation, c'est ce schéma neuronal qui s'est constitué dans son cerveau. Et cette représentation, c'est il y a une relation entre la lumière et la chaleur. J'aurais pu décrire plein d'autres choses comme ça. Chaque fois que Lucas va réactiver ce réseau, il réactivera cette représentation lumière-chaleur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là? Moi là, je me reprends ma casquette d'éducateur, je me dis, qu'est-ce que je peux dire moi de ça? Ben, la première chose que je peux dire, c'est que la multiplication des connexions neuronales, elle dépend de la richesse de l'environnement dans lequel l'enfant va être. Bon, je sais que quand je dis ça, et en m'adressant à un parterre de militants des Francas, je sais que je vous dis quelque chose que vous savez déjà, que plus le milieu dans lequel l'enfant va vivre, plus le milieu dans lequel vous mettez l'enfant va être riche, plus ça va développer sa richesse intellectuelle. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que c'est dès la toute petite enfance que tout ça se passe. Mais il y a une deuxième chose qui me paraît aussi importante. C'est qui va décider de faire ces connexions neuronales là dans le cerveau, comme je l'ai expliqué? Est-ce que vous avez un fer à souder les neurones, vous, dans votre attirail pédagogique? Qui décide de faire ça? Vous comprenez bien l'importance très forte qu'il y a de l'implication personnelle de l'enfant dans ces constructions de l'apprentissage. Dit d'une autre manière, ce qui amène le réseau à fonctionner, c'est parce que l'enfant est impliqué et c'est lui qui mettra en jeu l'ensemble de ses neurones, des sens, de l'action motrice, de l'émotion, de la parole, etc. Bon, ces deux petites remarques n'ont l'air de rien, mais moi quand je les utilise en tant qu'éducateur dans les situations que je peux mettre en place, outre l'enrichissement de l'environnement, je n'y reviens pas, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour que l'enfant soit impliqué personnellement? C'est-à-dire pour que lui ait envie de construire ses connexions neuronales. Dit d'une autre manière, on ne peut rien apprendre aux gens. On ne peut rien leur apprendre parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ce que vous leur dites. Moi, je sais ce que je dis là actuellement, je ne sais pas ce que vous entendez. La seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il n'y a pas deux personnes qui entendent la même chose de mon discours. Parce que vous l'entendez avec votre histoire personnelle, il y a des choses qui font écho chez vous, d'autres pas. On ne peut pas apprendre des choses aux gens. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre des conditions qui vont favoriser le fait que l'individu aura envie d'apprendre. Et que cette question de l'implication personnelle
sur laquelle on reviendra, me semble être au cœur de l'apprentissage, parce que c'est cette implication personnelle qui va faire que ces réseaux neuronaux vont se stabiliser. Voilà quelques éléments que je voulais dire dans un premier temps sur l'apprentissage. Merci Claude. Donc on comprend... Ah ben... Voilà, c'est pour te dire qu'il y a des neurones qui fonctionnent. Donc,